Vous savez ce qui serait encore plus magnifique? Ce serait que tous les électeurs du RHDP m'accompagnent. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous, merci d'être sur votre petit écran. Comme désormais toutes les semaines, nous vous offrons ce résumé hebdomadaire de l'actualité africaine. Sur vos chaînes de télévision, à savoir C-Direct, qui est cette chaîne de télévision que vous regardez sur le bouquet Canal+, sur le réseau africain, au 569. Et si vous êtes en Europe, en France, sur SFR au 852 et sur Free au 449. Sans oublier le bouquet Molotov et puis bien sûr, Canal, My Bouquet africain. Vous êtes comme ça sur ces chaînes et sur CNN aussi, CNN qui est sur les bouquets 12 de Crioline, c'est au bouquet 12 aussi, au numéro 12 du numérique câble, et sans oublier sur www.cwebinfo.ci, à savoir, ça c'est pour tous ceux qui sont habitués au digital, le portable, les tablettes, et aussi cnntv.ci qui sont simplement les applications de votre chaîne de télévision. Je suis Constieka. N'oubliez pas, comme je le disais tantôt sur C-Direct, c'est tous les samedis à 21h30 heure de Paris, à savoir 20h30 en Afrique centrale et 19h30 en Afrique de l'Ouest pour C-Direct. Et sur CNN, c'est tous les jours à 8h heure de Côte d'Ivoire, à savoir l'Afrique de l'Ouest, à 11h30, à 16h45 et à 19h. Restez sur votre chaîne de télévision pour écouter ce qui se fait de mieux en termes d'information africaine. Nous allons tout de suite commencer par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a bougé il y a quelques jours, simplement, avec l'annonce des candidats retenus pour la magistrature, enfin la candidature à la magistrature suprême de ce très beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Les 5 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, c'est un secret de polichinelle, sont connus depuis le 8 septembre 2025. Cet âpre travail mené de main de maître par les magistrats, les hauts magistrats du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire, avec à la tête la présidente Madame Chantal Annaba Camara, a été salué par plusieurs personnalités, des hommes politiques et des candidats, parmi lesquels Madame Simone Eivé Gbagbo. C'était pas forcément si évident, il y en a d'autres qui ont été ôtés de la liste. Et donc c'est une victoire. Je rends gloire à Dieu pour cette victoire. Je remercie le Conseil constitutionnel. J'ai écouté attentivement leur exposé et j'ai vu que le Conseil constitutionnel a tenu à chaque fois à donner les raisons, tous les détails de sa décision qui ont motivé sa décision. Et là, quand c'est comme ça, les choses sont claires. C'est maintenant d'entrer dans la pré-campagne, de rentrer en contact avec les électeurs pour se faire accepter totalement par tous les électeurs, non pas seulement par nos militants, parce qu'on ne gagne pas des élections avec ces militants. On gagne des élections avec les électeurs. Ah, ce serait magnifique si toute l'opposition m'accompagnait. Mais vous savez ce qui serait encore plus magnifique? Ce serait que tous les électeurs du RHDP m'accompagnent. Restez les nôtres sur votre petit écran. Tout en vous rappelant que dans cette émission, nous allons parler du Bénin, nous parlerons de la Centrafrique, nous irons au Cameroun, on restera en Côte d'Ivoire aussi, on fera un tour du côté du Congo, de la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, du Togo, et tout cela dans un multipote dans cette émission baptisée Constieka Weekly News. Restez les nôtres. Nous allons parler du Cameroun, toujours dans les élections qui vont rythmer, je présume même jusqu'en mi-2026, l'Afrique. Et au Cameroun, réuni le 8 septembre dernier, le Conseil électoral harmonise son plan d'action pour la crédibilité des élections dans ce pays au Cameroun. We're beginning this information for the English-speaking people.
a common agenda to ensure the transparency and credibility of elections. The member of the Electoral Council, meeting on Monday, September 8, 2025, in Yaoundé, approved an organized schedule of activities, a sort of roadmap aimed at leading to inclusive and peaceful elections. Despite a tight schedule ahead of the regional councillor election scheduled for November 30th, the 18 council members reviewed the actions to be synchronized, emphasizing rigor in document management, compliance with legal deadlines. Au cours de notre session, le directeur général des élections nous présentera le plan détaillé des activités exposant l'organisation matérielle du scrutin, la réception des candidatures et le respect strict des délais fixés par la loi. Nous examinerons également le statut du fichier des collèges électoraux et les listes électorales qui sont en cours d'actualisation et constituent le statut même de cette élection à suffrage universel indirect. The September 8, 2025 back-to-school session prepares for the 8th national consultation on September 11th, 2025. This meeting is open to all stakeholders in the electoral process. The subcommittees are already working to finalize the final adjustments. Beyond the technical aspects, the forum also aims to be a space for dialogue and cohesion to strengthen peace, transparency and collective ownership of electoral issues. C'est dans cet esprit que j'invite les acteurs du processus électoral à placer la patrie au-dessus des clivages partisans. Travaillons ensemble pour garantir les élections pacifiques, crédibles, inclusives et transparentes, car je suis convaincu que nous sommes à la hauteur de cette mission. Ces élections marquent un tournant historique, décisif dans notre héritage démocratique pour les générations futures et le témoignage de notre volonté collective de bâtir un Cameroun toujours plus fort, plus uni et plus proche des concitoyens. This full session of the Electoral Council stems for the convening of the electoral colleagues by the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, for the purpose of convening the regional councils on November 30th, 2025. And now let us translate for the French-speaking people. Un agenda commun pour garantir la transparence et la crédibilité des élections. Les membres du Conseil électoral réunis le lundi 8 septembre 2025 à Yaoundé ont validé un planning harmonisé des activités. Une sorte de feuille de route visant à conduire à des scrutins inclusifs et pacifiques. Malgré un agenda serré en vue de l'élection des conseillers régionaux prévus le 30 novembre prochain, les 18 membres du Conseil ont passé en revue les actions à synchroniser, mettant l'accent sur la rigueur dans la gestion des documents ainsi que la conformité et le respect des délais légaux. Au cours de notre session, le directeur général des élections nous présentera le plan détaillé des activités exposant l'organisation matérielle du scrutin, la réception des candidatures et le respect strict des délais fixés par la loi. Nous examinerons également le statut du fichier des collèges électoraux et les listes électorales qui sont en cours d'actualisation et constitue le statut même de cette élection à suffrage universel indirect. La session de rentrée du 8 septembre 2025 prépare la 8e concertation nationale du 11 septembre 2025. Cette rencontre est ouverte à toutes les parties prenantes du processus électoral. Les sous-commissions s'activent déjà pour finaliser les derniers réglages. Au-delà des aspects techniques, le forum se veut aussi un espace de dialogue et de cohésion pour renforcer la paix, la transparence et l'appropriation collective des enjeux électoraux. C'est dans cet esprit que j'invite les acteurs du processus électoral à placer la patrie au-dessus des clivages partisans. Travaillons ensemble pour garantir les élections pacifiques, crédibles, inclusives et transparentes, car je suis convaincu que nous sommes à la hauteur de cette mission. Ces élections marquent un tournant historique, décisif dans notre héritage démocratique pour les générations futures et le témoignage de notre volonté collective de bâtir un Cameroun toujours plus fort, plus uni et plus proche des concitoyens. Cette session de plein droit du Conseil électoral découle de la convocation des collèges électoraux par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à l'effet d'élire les conseillers régionaux le 30 novembre 2025. Un moment fort pour la vie de la nation où chaque communauté est représentée, où chaque région pourrait faire entendre sa voix dans l'édification du destin collectif.
Après cette information sur le Cameroun, cette information bilingue, c'est normal, ça a été réclamé par plusieurs de nos téléspectateurs du côté des États-Unis, du côté de l'Australie. On a essayé un tout petit peu de respecter ça et dans cette émission Constieka Weekly News, on aura souvent des informations et en français et en anglais. Nous quittons le Cameroun pour le Bénin. Le Bénin, présidé encore pour quelques mois par le président Patrice Talon, qui, vous le savez désormais, quittera la présidence de la République de son pays. Au Bénin, les rôles de la Sénat et de la Cour constitutionnelle béninoise pour amorcer l'année 2026 et ses élections générales dans le pays. Reportage CNN. 2026 est une année électorale au Bénin. Le pays organise pour la première fois des élections générales, communales, législatives et présidentielles, mobilisant notamment la Commission électorale nationale autonome du Bénin et la Cour constitutionnelle béninoise. Au premier plan, c'est la Commission électorale nationale autonome qui organise les élections, qui se charge de déployer le matériel, le personnel, les procédures, la logistique qu'il faut pour que les élections aient lieu. Mais tout cela doit se faire conformément aux règles qui ont été fixées dans la Constitution et le Code électoral. Il appartient à la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle est sollicitée par n'importe quel acteur, que ce soit un organisateur, un candidat, un électeur, de s'assurer que les choses ont été faites dans les règles de l'art. La Cour constitutionnelle, au terme de notre Constitution également, a son mot à dire sur la constitutionnalité des lois qui sont prises, et selon les recours qui lui parviennent, et selon la qualité de ceux qui font ces recours, elle fait droit ou non et indique peu à peu la voie à suivre. L'un est administrateur, l'autre juge. Dans tout état de droit, le juge a le dernier mot. D'où la prééminence des prérogatives de la Cour constitutionnelle sur celle de la Commission électorale nationale autonome du Bénin, notamment en matière électorale. On constate qu'il y a 5 bulletins nuls. La Sénat ne peut calculer que ce qu'on appelle les suffrages valablement exprimés, donc 100 moins 5, 95. Par contre, la Cour regarde chaque bulletin pour voir mais ce qu'ils ont fait sur le terrain pour dire que c'est un bulletin nul. Nous regardons encore en analysant le bulletin que ce n'est pas un bulletin nul et peut redresser et dire par exemple sur les 5 bulletins qu'on a déclarés nuls sur le terrain, la Cour peut redresser 2. Et donc maintenant ça va être 100 et moins 3. La Sénat calcule les résultats, mais ne peut donner que les résultats provisoires. Et c'est la Cour constitutionnelle qui donne les résultats définitifs après les redressements, les ajustements. En attendant 2026, la Commission électorale nationale autonome du Bénin a déjà établi le chronogramme des activités. Un double scrutin législatif et communal le 11 janvier 2026, suivi du premier tour de la présidentielle 3 mois plus tard. La Cour constitutionnelle est déjà en action. La Cour constitutionnelle étant spécialiste des questions juridiques, elle a déjà été saisie du contrôle de la constitutionnalité du Code électoral. Ensuite, elle a formé l'ensemble des juges et des assistants juridiques qui travaillent en son sein et elle a collaboré déjà avec l'autre juge électoral qui est la Cour suprême. Il ne faut pas l'oublier, en matière d'élections locales et communales, il y a la Cour suprême et les rôles et les attributions ont été examinés et donc actuellement, la question des listes électorales va se poser, elle sera sollicitée, elle répondra. Et au fur et à mesure, quand la question des candidatures va également arriver, elle va y répondre, etc. La campagne électorale, le déroulement du scrutin, et elle va répondre à chacune des étapes du processus. Dans le processus électoral, la Cour constitutionnelle est l'organe concerné des élections municipales, législatives et présidentielles, tandis que la Cour suprême est compétente pour le contentieux des élections communales. Après cette information sur le Bénin, on retrouve notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Où
Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026. Après le Bénin, nous quittons l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique centrale, un pays dont on parle souvent moins, la République centrafricaine présidée par M. Faustin Archange Touadéra. Et en République centrafricaine, plus précisément à Bangui, le président de la République tchadienne, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu à Bangui, capitale centrafricaine, afin de prendre part à la 16e session ordinaire de la CEMAC. Reportage CNN. Le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé à Bangui où il prend part le 10 septembre 2025 à la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. C'est une première pour le chef de l'État tchadien dans la capitale centrafricaine. Pour la première fois depuis son accession au pouvoir, il foule le sol centrafricain à l'invitation de son homologue centrafricain, son Excellence Faustin Archange Touadéra. À l'aéroport international Bangui-Mpoko, l'attente est palpable depuis des heures. Les lieux décorés aux couleurs nationales et communautaires vibrent au son des fanfares, des groupes traditionnels et des danses. Les autorités civiles et militaires centrafricaines, membres du gouvernement et corps diplomatique avec à leur tête le chef de l'État centrafricain, son Excellence Faustin Archange Touadéra, sont présents sur le tarmac. Le chef de l'État centrafricain, visiblement heureux de cette visite, accueille son hôte par une accolade chaleureuse. L'image est forte. Ensemble, les deux chefs d'État se dirigent vers l'estrade officielle pour l'exécution des hymnes nationaux, puis la revue des troupes ensuite, les salutations d'usage des présidents de grandes institutions, les membres du gouvernement, les diplomates et les responsables de la commission et autres institutions de la CEMAC. Puis les deux leaders, côte à côte, rendent la politesse à la foule en liesse. Un moment d'intense ferveur où se mêlent fierté nationale et émotion populaire. Les deux chefs d'État se retirent pour un bref échange. L'entretien entre les deux présidents au pavillon présidentiel s'est prolongé en une véritable séance à huis clos. Au menu, les relations bilatérales, la consolidation de la paix en RCA et le suivi de l'accord récemment signé avec les groupes rebelles du Nord, dont le Tchad est à la fois le facilitateur et le garant. Les deux chefs d'État ont aussi évoqué le déploiement de la force mixte de sécurisation de la frontière commune qui commence à prendre forme et sera bientôt opérationnelle. Le président tchadien a salué un pays qui retrouve le chemin de la paix et de la stabilité, tout en félicitant son homologue pour les réformes engagées et l'atmosphère de sécurité et de sérénité qui prévalent. De son côté, le président professeur Touadéra a rendu hommage à la résilience du peuple tchadien et a souhaité plein succès au mandat de son homologue, porteur de profondes ambitions de transformation pour le Tchad. À la sortie du pavillon présidentiel, le chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a tenu à prolonger cette communion pour saluer la foule massée le long du trajet. Centrafricains, ressortissants de la CEMAC, mais surtout la communauté tchadienne, ont réservé un accueil triomphal à leur président. Des milliers de personnes, parfois venues de loin, se pressaient aux abords des avenues pour vivre cet instant historique. Des scènes de liesse populaire qui traduisent une communion directe entre le président et ses compatriotes de la diaspora, mais aussi un signe fort de fraternité entre deux peuples unis par l'histoire, la géographie et un destin commun. Après la République centrafricaine, retour en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire présidée par son Excellence le Président Alassane Ouattara, candidat à sa succession. On peut tout simplement rassurer qu'en Côte d'Ivoire, tout se passe dans la paix et l'Afrique donne ainsi le ton de la différence et de savoir qu'elle grandit et continue à grandir. En Côte d'Ivoire, la ministre Mariatou Koné sur le terrain pour observer la reprise des cours
qui a été fixé au lundi 8 septembre dernier. Si on pouvait dire simplement que le 8 septembre dernier a été la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, ainsi qu'une rentrée politique. Pourquoi? Parce que c'est ce lundi que nous avons eu ces cinq candidats à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, et ça fait plaisir de voir comment est-ce que le pays s'est comporté dans la paix. On retrouve la ministre Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire. Lycée moderne d'Angré-Château, situé dans la municipalité de Cocody. La traditionnelle levée des couleurs a eu lieu ce lundi 8 septembre 2025, marquant la reprise des cours en Côte d'Ivoire. Levée des couleurs, puis les élèves et enseignants se dirigent vers les salles de cours. Les élèves ainsi que les enseignants ont répondu présents à cette première journée d'école. Avec mon prof et tous mes camarades de classe, je me sens bien de revenir en classe. Je me suis réveillée à 5 heures. Je me suis lavé, j'ai fait ce que je devais faire le matin. Et maintenant, je me suis apprêtée pour venir à l'école. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée. On a déjà commencé les cours. Voilà, donc pour ceux qui traînent encore les pas, on les invite à rejoindre le bateau parce que les cours sont effectifs, on a commencé. Par la suite, le cap est mis sur le groupe scolaire Sininfo, toujours dans la municipalité de Cocody, où l'on retrouve les plus petits du préscolaire et du primaire. Je suis contente de revenir pour voir mes nouvelles camarades et mes nouveaux amis et la maîtresse. Les premiers jours sont difficiles, mais cette année, on n'a pas encore rencontré de difficultés en tant que telles. Bon, ce matin, ils sont venus tout joyeux. Pourtant, les années précédentes, quand ils viennent, ils sont en pleurs, tout ça. Bon, on espère que jusqu'à ce qu'on termine l'année, on ne va pas avoir d'enfants en pleurs. En ce premier jour de classe de l'année 2025-2026, Madame Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, était aux côtés des élèves et des enseignants. Toutefois, elle a salué l'enthousiasme de la communauté éducative et abordé le sujet de la gratuité des frais d'inscription pour l'école primaire et l'école maternelle, ainsi que la polémique concernant les manuels scolaires. On ne doit pas changer les manuels, les mêmes manuels sont utilisés sur plusieurs années, pendant au moins 4 années. Le PENAPAS engendre de changements de manuels, mais ce sont des manuels que nous donnons gratuitement pour les élèves du préscolaire et des élèves du CP et du CE. Je voudrais mettre en garde les chefs de structure, les enseignants, et dire aux parents d'élèves que si vous arrivez et qu'on vous demande de changer de livre alors que ce n'est pas le cas, vous pouvez signaler, on a un numéro pour cela. Le numéro du gouvernement, c'est le 101. Le deuxième numéro où on peut dénoncer, c'est le 27 21 71 09 40. Pour l'année scolaire 2025-2026 en Côte d'Ivoire, plus de 9 millions d'élèves sont concernés, marquant le début de leur premier trimestre. Toujours en Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara. Brillant économiste qui fait la fierté de toute l'Afrique et je dirais même la fierté de tous ceux qui se réclament être noirs. Sans racisme aucun, mais c'est une fierté de voir des leaders tels le président Alassane Ouattara faire la fierté des Africains au premier chef. Et en Côte d'Ivoire, le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 2e conférence internationale de la CEDEAO sur la fièvre de Lassa. Reportage CNN, Côte d'Ivoire. Le chef de gouvernement ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, a présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la 2e conférence internationale de la CEDEAO sur la fièvre de Lassa, qui s'est tenue du 8 au 11 septembre 2025 à Abidjan-Port-Bouët sur le thème « Au-delà des frontières, renforcer la coopération régionale pour lutter contre la fièvre de Lassa et les maladies infectieuses émergentes ». Ce en présence de Abdourahmane Diallo, directeur des programmes représentant le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Djalabi Mohamed, Mohamed Ali Paté, ministre coordinateur de la santé et de la protection sociale du Nigeria, du ministre ivoirien de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Ngou Dimba, de scientifiques et de chercheurs de renom, d'acteurs politiques et d'acteurs de la santé publique venus du monde entier. Face aux dégâts causés par la fièvre de Lassa, qui est une maladie infectieuse responsable chaque année de près de 300 000 infections, dont 5 000 décès, les États de la CEDEAO et les organisations de santé ont l'obligation d'agir avec vigueur et rigueur et de façon concertée pour protéger la santé des populations et leur assurer un bien-être. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la République et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire, M. Pierre Ngou Dimba, espère que ces assises établiront les bases d'une stratégie d'éradication concrète. La Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas à l'abri de cette épidémie. En effet,
La fièvre de Lassa a été identifiée comme une menace sanitaire à haut risque à l'issue de la réalisation de la cartographie des risques sanitaires. Notre gouvernement a renforcé son dispositif de gestion des crises et menaces sanitaires à travers la mise en place des centres d'opération d'urgence dans les 10 pôles régionaux d'excellence de santé de notre pays. Ainsi, les capacités de préparation, de détection et de réponse aux urgences de santé publique, selon l'approche Une seule santé, ont été améliorées dans nos différentes régions sanitaires. La présente conférence apportera certainement des réponses aux préoccupations de nos États sur la réduction des charges sociales associées à la fièvre de Lassa et nous aidera à prendre des mesures appropriées. Son homologue nigérian, le docteur Mohamed Ali Paté, dont le pays est le plus touché, a insisté sur l'urgence d'accélérer la recherche, notamment de développer un vaccin. Enfin, le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, a remplacé la rencontre par une perspective plus large, rappelant que la fièvre de Lassa, au-delà de son impact humain, représente un lourd fardeau économique et social. La récurrence des épidémies de maladies infectieuses comme la fièvre de Lassa constitue un lourd fardeau social et économique pour les populations et une entrave à la sécurité sanitaire de notre sous-région. Les efforts des États doivent aller ensemble pour contenir les épidémies à la source afin d'éviter leur propagation. Individuellement, les pays peuvent bien faire, mais collectivement, les pays peuvent devenir excellents. 3 pistes, 3 approches, mais une seule finalité, faire de la prévention, de la préparation et de la riposte les piliers d'une Afrique de l'Ouest plus résiliente et de bâtir une réponse ouest-africaine unifiée face à la fièvre de Lassa et aux autres fièvres hémorragiques virales. Toujours en Côte d'Ivoire, est-il besoin de le rappeler, mais c'est normal. Encore pour quelque temps, il est président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Et en Côte d'Ivoire, la marine ivoirienne intensifie sa coopération au niveau régional. First, for English-speaking people, this is our report. The Ivorian sailors took part to the 3rd edition of the Operation Anouanzé 2025 and the joint patrol called Blue Frontiers at Sea with their colleagues of the Maritime Zone F, among others Liberia, Sierra Leone and Guinea, are back in Ivory Coast. A welcoming ceremony to honor them has been organized at the joint base of the National Navy in Abidjan Plateau in the presence of Vice Admiral Guesson Kwame Silistan, head of Army Staff of the Ivorian National Navy. The 2 Ivorian ships, the Sea Patroller C.A. Fadika and the Coast Patroller Le Bouclier, are back from their mission within the framework of the 3rd edition of the Regional Maritime Operation Anouanzé 2025. The exercise that took place from the 25th to the 28th of August 2025 mobilized the Navy officers and the Coast Guard of the F Zone of the Gulf of Guinea and was branded by a stop at the port of Freetown in Liberia. L'intérêt pour la Côte d'Ivoire, je dirais, de prendre part à ce genre d'initiative, justement, c'est d'approfondir, d'améliorer notre compréhension de l'environnement maritime au plus loin de nos eaux, ce qui nous permet justement d'anticiper la survenue de menaces. Nous savons tous que les menaces maritimes sont généralement transverses, elles sont transnationales, elles franchissent des frontières existantes. Alors, comprendre au plus loin nous permet d'anticiper justement la survenue de ces menaces dans nos eaux. The participants to the Regional Maritime Operation Anouanzé 2025 were satisfied by the results of this edition. It shows the operational efficiency of the Ivorian National Navy by the restarting exercises at sea after a stop of 27 years. Face à la complexité des menaces, nous avons dû apprendre à coopérer et à nous entraîner auprès de marines amies à travers des différents exercices organisés tels que au Bancabé par les États-Unis d'Amérique depuis 2013 et l'exercice Gano par la marine française depuis 2018. À travers cet exercice annoncé 2025, nous démontrons aujourd'hui que nous avons atteint un niveau de maturité suffisant pour concevoir et construire notre propre opération
coopération multinationale. Among the results of the Regional Maritime Operation Anwanze 2025, there is a better coordination at sea and a reinforcement of capacities of fights against piracy, drug trafficking, and illegal fishing. And the second for the French-speaking people, this is again our report. Les marins ivoiriens ont pris part à la 3e édition de l'opération Anwanze 2025 et de la patrouille conjointe dénommée Frontières bleues en mer avec leurs collègues de la zone maritime F, entre autres le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée sont de retour en Côte d'Ivoire. Une cérémonie d'accueil en leur honneur a été organisée à la base annexe de la Marine nationale à Abidjan Plateau, en présence du vice-amiral Nguessan Kwame Célestin, chef d'état-major de la Marine nationale ivoirienne. Les deux bâtiments ivoiriens, le patrouilleur de haute mer CA Fadika et le patrouilleur côtier Le Bouclier, rentrent de mission dans le cadre de la 3e édition de l'opération maritime régionale Anwanze 2025. L'exercice tenu du 25 au 28 août 2025 a mobilisé les marines et gardes-côtes de la zone F du golfe de Guinée et a été marqué par une escale au port de Freetown au Libéria. L'intérêt pour la Côte d'Ivoire, je dirais, de prendre part à ce genre d'initiative, justement, c'est d'approfondir, d'améliorer notre compréhension de l'environnement maritime au plus loin de nos eaux, ce qui nous permet justement d'anticiper la survenue de menaces. Nous savons tous que les menaces maritimes sont finalement transverses, elles sont transnationales, elles vont fuir les frontières existantes. Alors, comprendre au plus loin nous permet d'anticiper justement la survenue de ces menaces dans nos eaux. Les participants à l'opération maritime régionale Anwanze 2025 sont satisfaits des résultats de cette édition. Ils attestent de l'efficacité opérationnelle de la Marine nationale ivoirienne par le biais de la reprise des campagnes en mer, après un répit de 27 ans. Nous avons dû apprendre à coopérer et à nous entraîner auprès de marines amies à travers les différents exercices organisés tels que au Bantamé par les États-Unis d'Amérique depuis 2013 et l'exercice Gano par la marine française depuis 2018. À travers cet exercice Anwanze 2025, nous démontrons aujourd'hui que nous avons atteint un niveau de maturité suffisant pour concevoir et construire notre propre opération multinationale. Parmi les acquis de l'opération maritime régionale Anwanze 2025, il y a la meilleure coordination en mer et le renforcement des capacités de lutte contre la piraterie, le narcotrafic et la pêche illégale. Thank you for CNN Team in Côte d'Ivoire. Nous quittons la Côte d'Ivoire maintenant pour la Guinée équatoriale. C'est le Burundais Ezekiel Nibigira qui a été choisi comme président de la CEEAC, savoir la CEEAC, à Sipopo en Guinée équatoriale. Reportage CNN. Les chefs d'État de la CEEAC se sont réunis à Sipopo, en Guinée équatoriale, pour élire le nouveau président de la Commission. La présidence tournante de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale revient désormais au Burundi à l'unanimité. L'ambassadeur burundais, son Excellence Ezekiel Nibigira, ancien ministre des Affaires étrangères, a été désigné pour succéder à Gilberto Verissimo du Cap-Vert. Ce que je veux faire, Excellence, Monsieur le Président du Conseil des ministres, c'est de pouvoir effectivement contribuer, apporter ma contribution et partir de là où ils sont arrivés pour continuer à améliorer et à travailler en équipe avec tout le monde que je verrai qu'il peut contribuer pour faire avancer notre communauté. Sous l'égide du chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Théodoro Obiangema, le ministre des Relations extérieures du Cameroun, Monsieur le jeune Mbela Mbela, à ce 7e sommet, ainsi que plusieurs chefs d'État, notamment son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, son Excellence Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique et bien d'autres représentants. Ils ont évoqué la situation de sécurité en RDC, caractérisée par des combats et l'occupation de plusieurs localités par des groupes insurrectionnels. Les chefs d'État de la CEEAC ont appelé à l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, considérée comme un pilier de la paix. Son Excellence Faustin Archange
Archange Touadéra de Centrafrique a précisé que le Rwanda, qui a annoncé son retrait lors de la 26e session ordinaire des chefs d'État, n'était pas représenté à ce sommet. Monsieur Ezekiel Nibigira, nouveau président de la commission, dirigera l'exécutif de la CEAC pour un mandat de 5 ans. Après la Guinée équatoriale, présidée par son Excellence Théodore Obiang Nguema, nous allons quitter cette belle Guinée équatoriale. Je demande quand même à Marcel Bassolé de nous montrer un peu quelques images de la Guinée équatoriale. On voit Malabo, on voit Sipopo d'ailleurs, cette belle ville aussi. On voit Bata. Nous quittons la Guinée équatoriale pour le Togo, un petit pays mais riche de par ses activités politiques et par la présence effective de son président. Au Togo, la première émission obligataire sociale dédiée au logement abordable dans l'UMOA. Dans ce pays, présidé par son Excellence Faure Essosingba Singbe, on peut simplement dire que les choses se font pour le bonheur des populations. Reportage CNN. Il est exactement 9h45 lorsque la cloche de la Bourse nationale, régionale, retentit, signalant l'entrée sur le marché de la première obligation sociale de l'espace UMOA, en sigle CRRH UMOA 6% 2025-2040. Cette obligation finance le logement abordable, un besoin vital dans la région où plus de 3,5 millions de foyers n'ont pas de logement adéquat et où 800 nouveaux logements sont nécessaires chaque année. C'est une opération de 60 milliards qui est essentiellement destinée au logement abordable, au financement du logement abordable dans notre région. Aujourd'hui, la question de la durabilité et de l'inclusivité est une question suffisamment importante pour qu'elle soit prise en charge par nos institutions et que ces institutions ainsi que nos États saisissent les opportunités qu'offre le marché financier régional pour ce type de financement. Avec cette opération, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UMOA entend mobiliser l'épargne régionale et internationale pour favoriser l'inclusion et faciliter l'accès à un logement décent pour les populations ayant des revenus modérés. Grâce aux fruits de l'émission de ce social bond, nous pouvons offrir aux banques des prêts sur des maturités longues, nous parlons de maturité de 15 ans, pour qu'à leur tour, elles puissent proposer des prêts hypothécaires à leurs clients, les ménages ayant des revenus moyens, des revenus modérés, et qu'elles puissent en fait accéder à leurs rêves, accéder à la propriété. Des objectifs salués par les acteurs du secteur immobilier. Cet instrument vient à point nommé et donc cette obligation sociale est une réponse, l'une des réponses adaptées donc, au financement durable de l'habitat dans notre sous-région. Je suis très heureux donc, de participer à cette cérémonie, cette première cotation, et j'espère que nous aurons davantage d'investisseurs. Cette cérémonie a également permis de distinguer plusieurs personnalités par la remise des plaques commémoratives en reconnaissance de leur engagement dans ce projet. Grâce à cette opération, la CRRH UMOA réaffirme sa volonté d'accompagner un développement inclusif en plaçant le logement social au cœur de ses priorités. Quand on est voisin d'un pays qui marche à merveille, un pays qui est l'échantillonnage de ce qui réussit en Afrique, à savoir la Côte d'Ivoire, on peut tout simplement essayer de regarder et de vouloir en faire pareil pour l'éclosion et le bonheur de l'Afrique. C'est le cas de la Guinée-Conakry, avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Et en Guinée-Conakry, nous parlons surtout de la distribution des cartes d'électeurs en vue du référendum constitutionnel du 21 septembre avec une grande adhésion des populations à Conakry, la capitale. Reportage CNN. En Guinée, alors que le 21 septembre 2025, date du référendum constitutionnel, se rapproche, les autorités ont commencé depuis samedi 6 septembre 2025 la distribution des cartes d'électeurs. Chaque Guinéen inscrit sur la liste électorale doit se rendre dans son quartier, là où il s'est fait recenser, pour retirer sa carte obligatoire pour prendre part au scrutin. C'est l'affluence chaque matin dès 7h à la maison des jeunes de Nongo Village. Les habitants de ce quartier de la périphérie nord de Conakry se pressent pour mettre la main sur leur carte d'électeur. La présentation du récépissé remis lors de l'enrôlement sur la liste électorale et d'une pièce d'identité suffisent. Celui qui vient, on lui demande son récépissé. S'il a son récépissé,
Maintenant, on cherche sa carte. Mamadou Diallo, la trentaine, votera pour la 4e fois de sa vie le 21 septembre 2025. Je suis venu d'abord pour faire un acte civique de tout un citoyen, venir prendre ma carte. On a écouté pour rapport à la Constitution là et on l'a lu. Mais je décide que ce soit une discrétion à ma faveur. Je vais aller personnellement entre moi et les urnes. Je voterai ce que je veux. Le chef d'État guinéen, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a été l'un des premiers à retirer sa carte d'électeur à Kaloum, dans la capitale. L'ancienne CENI, dissoute après le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 2021, a été remplacée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est désormais le gouvernement qui organise les scrutins. Le déroulement du référendum et sa préparation constituent un test. Je mets tout le monde à l'aise que cette distribution est déjà débutée dans toutes les 33 préfectures de la Guinée. Tous les centres, tous les bureaux de vote sont géolocalisés. C'est aménagé à proximité des électeurs. Dans sa grande majorité, l'opposition opte pour le boycott de cette élection qu'elle juge ni transparente ni crédible. Le bloc libéral, l'unique parti d'opposition d'envergure encore autorisé en Guinée, voulait jusqu'alors jouer le jeu démocratique et appeler à voter non au référendum. Cependant, il semble qu'il est sur le point de changer sa position. Nous avons commencé à douter sérieusement de la sincérité de ce processus parce que au moment où nous parlons, il y a nos militants, il y a nos responsables qui font l'objet d'intimidation à l'intérieur du pays. Il y a des médias qui me donnent la parole qu'on ferme les uns après les autres. Nous allons simplement donner la consigne de boycotter. La distribution des cartes électorales se poursuivra jusqu'au 21 septembre 2025, date du référendum constitutionnel. Il existe plus de 5000 points de retrait répartis à travers le pays et dans les représentations diplomatiques guinéennes à l'étranger. Est-il besoin de rappeler qu'en Côte d'Ivoire, tout bouge, et bouge énormément. Et une délégation ivoirienne s'est rendue aux Émirats Arabes Unis. Nous allons parler de cette expédition, d'ailleurs, qui a réuni plusieurs pays du côté des Émirats Arabes Unis. Dans ce coin du monde, l'Union Postale Universelle, en sigle UPU, réunis à Dubaï, c'est 192 pays membres réunis pour définir une stratégie postale de l'UEPU pour les 4 années à venir. Reportage depuis Dubaï, Sylvie de Bois-Fleury pour CNN. La ville de Dubaï s'érige en capitale mondiale de la poste, le temps du 28e congrès de l'UPU, Union Postale Universelle. Après Abidjan en 2021, les 192 pays membres se réunissent pour définir la stratégie postale de l'UPU pour les 4 prochaines années. Ce congrès intervient à un moment charnière pour le secteur postal mondial. Nous examinerons une nouvelle stratégie pour la période 2026-2029. Cette stratégie vise à renforcer les fondamentaux des services postaux, à positionner la Poste comme un partenaire de confiance dans le commerce électronique et à accroître les volumes sur l'ensemble du réseau. En tant que pays hôte, nous sommes fiers de contribuer à ce projet. Nous travaillerons avec les pays, les institutions et le secteur privé pour relever les défis majeurs auxquels le secteur postal est confronté. Notre objectif est clair, trouver des solutions climatiques crédibles, rendre le commerce électronique plus fiable pour les PME qui dépendent du réseau postal pour leur croissance. La Côte d'Ivoire, hôte du précédent congrès, est bien représentée à Dubaï avec une délégation composée principalement de diplomates, car les enjeux de cette rencontre sont particulièrement importants pour ce pays. En effet, la Côte d'Ivoire vise des postes de responsabilité au sein de l'organisation, notamment celui de vice-directeur général, ainsi qu'un siège au conseil d'exploitation de l'UPU. Nous voulons être membres du conseil d'exploitation pour être sûrs de suivre les travaux des opérations postales mondiales et le poste de vice-directeur général pour faire partie de l'organe de décision qui va diriger donc cette institution des Nations Unies pour les 4 années à venir. C'est une position très importante pour notre pays, mais pour notre continent qui a décidé de soutenir la Côte d'Ivoire. Les élections sont programmées pour le 18 septembre 2025. En attendant ce rendez-vous électoral, les travaux du Congrès se poursuivent. Les congressistes continuent à travailler activement et auront à examiner plus de 145 propositions au cours de cette session. L'objectif visé étant de bonifier le réseau postal mondial, un réseau qui concerne et touche directement plus de 7 milliards d'habitants à travers le monde.
Nous quittons Dubaï pour le pays dirigé par l'empereur, à savoir le président son excellence Denis Sassou Nguesso. J'ai toujours dit, Marcel essaye de nous montrer un peu les différents costumes. Moi j'aime bien voir le président Denis Sassou Nguesso habillé. C'est le roi, c'est celui qui a propulsé pratiquement les croisés. On regarde ce chef d'État, ce leader charismatique, le président de la République congolaise. Parlons-en du séjour à Doha au Qatar de M. Denis Sassou Nguesso, le très brillant ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Reportage Sylvie de Bois-Fleury pour CNN. En mission officielle à Doha, le ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, M. Denis Sassou Nguesso, a rencontré le ministre d'État qatari chargé des Affaires étrangères, le Dr Mohamed bin Abdulaziz. Lors de cet entretien, M. Denis Sassou Nguesso était porteur d'un message du président de la République du Congo, son excellence Denis Sassou Nguesso et son Altesse l'émir du Qatar. Les deux responsables ont également échangé sur les perspectives de renforcement des relations bilatérales, s'engageant à les consolider. Aujourd'hui, en visite au Qatar, j'étais porteur d'un message de son excellence Monsieur le Président de la République à l'endroit de son Altesse l'émir Al-Thani. Et nous avons pu, à la faveur de cet entretien, avoir un échange sur la coopération en général telle que nous l'exerçons entre nos deux pays. Et nous avons examiné un sujet qui était en hibernation, si on peut dire les choses ainsi, puisque en janvier 2023, nous avions octroyé la 5e liberté au Qatar pour permettre à Qatar Airways de pouvoir se rendre à Brazzaville, et ce dossier jusqu'à présent n'avait pas beaucoup évolué. Et au cours de cet entretien, nous avons pu discuter de cette question et le ministre d'État a pris l'engagement de suivre personnellement ce dossier et de le faire avancer à notre grande satisfaction. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, a sollicité le soutien du Qatar, membre du Conseil exécutif de l'ONU, pour la candidature de son compatriote Firmin Edouard Matoko au poste de directeur général de l'UNESCO. Au cours de cet entretien, bien entendu, j'ai présenté la candidature que le Congo porte pour le poste de directeur général de l'UNESCO, puisque nous avons notre compatriote, M. Firmin Edouard Matoko, qui est candidat. Et nous avons présenté les atouts de cette candidature, puisqu'il s'agit d'une candidature respectable, avec une expérience très avérée, puisque M. Matoko cumule plus de 30 ans d'expérience au sein de cette organisation. Et c'est une candidature que je dirais même solide, puisqu'il connaît parfaitement les rouages de cette maison. Et nous avons expliqué que cette candidature porte une vision qui tend à soutenir la culture, l'éducation, la préservation du patrimoine de l'humanité, et bien entendu tout ce qui concerne les cultures de paix. Et nous pensons qu'il est le mieux armé pour pouvoir diriger cette noble institution lors des élections d'octobre 2025. Et je tiens à rappeler que cette candidature, si M. Matoko venait à être élu, c'est notre pays, le Congo, qui va être mis en lumière, et c'est le Congo qui gagne. Et c'est pour cela que nous nous battons au niveau du gouvernement, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour faire campagne et défendre cette candidature afin que M. Matoko puisse être élu directeur général de l'UNESCO lors des élections d'octobre prochain. Les deux pays ont pris l'engagement de renforcer davantage leur coopération bilatérale. Tout de suite, un clin d'œil à notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville, qui a
continue à ouvrir ses portes pour les inscriptions des différents universitaires dans toutes les filières, à savoir la nouvelle filière aussi qui a été ouverte pour cette année, universitaire, celle de l'École supérieure des sciences agronomiques. On présente comme ça cette belle université qui engrange tous les amphis et qui a aussi la possibilité d'héberger, à savoir des super doctorats pour tous qui décident de prendre d'assaut le Gabon. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle École supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL-BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026. Dans l'après-midi en début de semaine, c'est-à-dire lundi 8 septembre, la Côte d'Ivoire a vécu un moment de toute attente. Tous les Ivoiriens, même ceux de la diaspora, étaient rivés sur leurs écrans de télévision pour suivre en direct les 5 candidats retenus par toute la brillante équipe des magistrats qui composent le Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire, présidé par son Excellence, Madame Chantal Nanaba Camara. C'est l'objet de notre grand format. Dans ce grand format, pas besoin de vous retracer ce qui a été fait, mais juste ce que pensent les Ivoiriens après la déclaration et la retenue de ces 5 candidats pour la course à la magistrature suprême. Dans les rues d'Abidjan, ce que pensent les Ivoiriens, c'est le grand format de notre Constieka Weekly News, deuxième édition de cette nouvelle saison 2025-2026. Moi, c'est Kwadio Ayadiane. Mon impression sur le travail des conseils constitutionnels sur la liste des candidats est que, bon, moi je trouve que tout s'est bien passé, c'est bon. C'est bon. Mon impression est que la liste, c'est au top. Il n'y a rien à dire sur ça. Quand ils ont analysé là, c'est ce qui a été bon pour le peuple qu'ils ont donné. C'est un très bon rendu. Si ils veulent analyser, c'est ce qu'ils veulent dire. Parce que ce sont eux qui connaissent. Donc si eux, ils ont dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Tout ce que je peux dire d'abord, c'est de demander aux Ivoiriens de prier et puis demander à Dieu que les élections se passent bien. Et puis qu'on reste sage, que chaque Ivoirien reste tranquille. Et puis que tout le monde parte voter. Et puis que tout se déroule bien. C'est mon mot de paix qui est là. Ce que je pourrais dire aux Ivoiriens pour des élections apaisées, des élections dans la paix, c'est de suivre un tant soit peu la Constitution, même si notre Conseil constitutionnel a un peu omis quelques vices de procédure, a commis des vices de procédure. La liste est déjà sortie. On n'a pas d'autre choix que de suivre notre Conseil constitutionnel qui nous guide pour pouvoir voter parmi les 5 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Concernant les 5 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, donc nous pensons que c'est bien parce que le Conseil constitutionnel avait à sa tête la première magistrate, elle a bien donné les arguments. Donc compte tenu des 5 candidats, donc nous sommes satisfaits. Puisque c'est un Conseil constitutionnel que nous avons confiance. Donc nous sommes satisfaits et puis nous félicitons aussi toutes les institutions de la République. On sait aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y a un véritable leadership. Donc moi, je salue à mon niveau, je salue le travail fourni par le Conseil constitutionnel. Les 5 candidats, ils sont dans les normes.
Donc on ne fait que féliciter le Conseil constitutionnel pour le travail abattu avec tous les arguments. Concernant les élections, moi, à mon même avis, je souhaiterais que le Conseil constitutionnel a déjà fait son travail. Tous les Ivoiriens, on doit se mobiliser comme un seul homme pour faciliter le travail à la CEI et au Conseil constitutionnel. On a vu dans les années précédentes, après les choix, il y a eu beaucoup de tapage. Aujourd'hui, quand le Conseil constitutionnel a donné les listes, il n'y a pas de tapage. Donc, concernant la paix, bon, moi je peux dire qu'on est bien parti sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara. Donc, la paix, on ne peut rien dire encore. Tout le monde voit le progrès réalisé par le président. Donc, moi, je souhaiterais que chacun fasse profil bas et on accompagne ce grand homme, voilà, pour la réussite du nouveau mandat. Ça me dépasse, hein. Je ne veux pas trop me prononcer dessus. Je sais qu'on prend ça comme ça. Hein? C'est ce qui a été décidé. Hein. Donc, on peut rien, on prend ça comme ça. Donc on remet tout au Seigneur. C'est lui qui a créé tout le monde. Donc je crois que c'est lui qui va maintenant nous guider, que nous ayons la paix. Il n'y a pas grand chose à dire. Je ne suis pas pour celui-là, je ne suis pas pour l'autre, mais ça est dans le cœur. Hein? Il y a un proverbe chez nous qui dit que ce qui est dans la brousse, voyez la brousse là. Il y a un animal là. Hein? Et tout le monde ne peut pas être contre lui. Hein? Tu peux être tombé sur le maire, quelqu'un peut se défaire. Pour lui dire que voilà comment il faut te comporter. Donc je crois que je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Voilà. Ça, je suis trop petit pour ça. Cette question me flotte dans les vestes. Ma veste là me flotte. Je ne veux pas trop parler dessus. Donc je crois que c'est ce que je peux dire. Tout ça c'est à la radio chaque fois. Hein. Le slogan passe à la radio. La paix, par-ci, par-là, la paix, tout ça là. Et ça, on a besoin de la paix, mais je dis que je remets tout à Dieu. C'est le Seigneur qui est au-dessus de tout le monde. Voilà. La paix, rien que la paix. Mais c'est Dieu seul qui a la solution. Voilà, chaque chose a son temps. Le Conseil constitutionnel est libéral. Il est autonome. C'est un pouvoir. Il a fait son travail, il a fait ce qu'il faut. Donc on ne fait que se réjouir de ça. Le message que je lance aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes par rapport aux élections bientôt qui va se tenir le 25 octobre, que tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes se mettent ensemble, sans haine, sans injure, et porter le boubou de la paix pour que notre pays, notre beau pays tant que nous aimons, soit sur la voie du développement. Parce que sans paix, aucun pays, aucune nation dans ce monde ne peut évoluer. Donc la paix s'impose à nous et préparons-nous pour aller élire librement le président qui prendra les rênes de ce pays le 25 octobre 2025 dans la paix. Mon commentaire sur le travail du Conseil constitutionnel en ce qui concerne la liste définitive des candidats est que le Conseil constitutionnel a justifié toutes les décisions qu'ils ont eu à donner. Et ma foi, sachant que la décision du Conseil constitutionnel est susceptible d'aucun recours, on ne peut qu'accepter la décision que le Conseil a donnée et s'en remettre à ce qu'ils ont décidé. Mon mot aux Ivoiriens pour des élections apaisées, c'est qu'il faudrait que les messages soient beaucoup teintés de tempérance, de mesure, et puis toujours aller dans un sens d'union et de paix pour éviter les invectives. Il faut éviter les invectives, il faut éviter de s'attaquer aux autres de façon personnelle, donner le projet, le programme qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire, c'est tout. Je tiens d'abord à dire merci au Conseil constitutionnel pour le choix des différents candidats en fonction des dépôts de dossiers qu'ils ont eu à faire. Voilà, on salue leur travail et aussi on salue les 5 candidats qui ont été retenus pour l'élection présidentielle. À l'intérieur de ces 5, des figures déjà qu'on connaît
tous. Voilà, donc à chacun maintenant de mener sa campagne afin de pouvoir vraiment, comment on appelle ça, tirer son épingle du jeu, quoi. Tout ce que je peux dire aux Ivoiriens, c'est de sortir vraiment massivement le jour du 25 octobre pour aller voter. Tout simplement. Voter dans la paix, dans la tranquillité. Tu te lèves le matin, tu pars, tu accomplis ton devoir de citoyen, tu votes, tu viens t'asseoir. Le soir, le Conseil constitutionnel donne le résultat. Celui qui est proclamé vainqueur, on le salue. Et puis la Côte d'Ivoire continue. Bon, ce que moi je peux dire à mes frères ivoiriens, c'est d'accepter ce que le Conseil constitutionnel a décidé. On n'a pas d'autre choix que d'accepter. On va faire avec. Le Conseil constitutionnel, c'est une institution qui donne son avis sur les différentes candidatures. Et ce que je sais, je ne suis pas un homme de droit, mais je pense que le Conseil s'est prononcé, le Conseil a tranché à travers les différents dossiers qui ont été déposés par les différents candidats et la CEI. Et donc pour moi, si les différents candidats remplissent les conditions, je pense que les décisions qui ont été arrêtées sont normales pour moi. Concernant la paix, vous savez, nous sommes tous des Ivoiriens. Voilà. La loi, elle est importante, mais il faut aussi user de ces droits pour réunir tous les enfants d'un même pays. Tout en remerciant toutes les équipes de CNN depuis les Émirats Arabes Unis, tout en remerciant toutes les équipes de CNN au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Douala et à Yaoundé. C'est le lieu de remercier surtout mon reporter en Côte d'Ivoire, M. Ousmane Koulibaly, qui est à l'affût de tout ce qui se passe un peu partout pour vous ramener de l'information vraie. Il est vrai que le monde est noyé par les influences et les influenceurs des réseaux sociaux, mais restez sur vos écrans et continuez à faire confiance à cette émission qui ne vous donne que l'information vraie. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission Constieka Weekly News. N'oubliez pas les rediffusions sur ces directs. C'est prévu en rediffusion le dimanche à 13h heure de Paris et à 22h heure de Paris. Et sur CNN, c'est prévu tous les jours, 8h, 11h30, 16h45 et 19h. Sans oublier que vous pouvez tout de suite télécharger l'application ou aller sur vos portables et laptops à cnntv.ci ou encore sur www.ciwebinfo.ci. Je suis Constieka. Au revoir.